Je suis en compagnie de Blamassi Touré, qui est activiste, expert en migration internationale et qui est également lauréat de l'initiative Marianne, qui est un programme qui a été lancé par le président Macron en 2021 pour les défenseurs des droits humains. Voilà, Blamassi, on s'est rencontrés dans le cadre justement de ce programme, puisque mon association, l'Alliance pour la préservation des forêts, soutient l'initiative Marianne. Tu as récemment joué dans un film qui est actuellement au cinéma, qui s'appelle Promis le ciel, que je vous invite vraiment à aller voir. C'est un film magnifique sur la question de la migration. Donc un sujet que nous allons aborder aujourd'hui en lien avec le climat. Blamassi, bonjour. Bonjour. Alors ma première question, justement, est-ce que tu peux nous resituer justement cette question de migratoire historiquement? On parle d'esclavage, de migration subie ou forcée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Merci pour l'opportunité. Alors, migration, on parle de mouvement, on parle de mobilité, et c'est de là d'ailleurs qu'on se permet de dire que c'est toute l'histoire de l'humanité qui est faite de migration. D'où la gêne quand on entend certaines personnes parler de crise migratoire, parce que dit crise migratoire, ça voudrait dire que toute l'histoire de l'humanité serait quelque part une crise. Pour les flux migratoires, il faut d'abord premièrement noter que, pour ce qu'on en sait, les premiers êtres humains sont venus de l'Afrique. Donc, c'était déjà une immigration. Ensuite, quand on va aller dans l'histoire même du continent, on va relever deux types de migration. La migration vécue et la migration subie. La migration vécue, c'est le continent africain, avec ses différents royaumes, avec ses différents empires, qui commercent, qui échangent, qui foisonnent, tant sur le plan culturel que sur le plan historique. Des grands empires vont naître. On parlera de l'empire du Mali et tout ça, l'empire du Monomotapa et tout ça. Et puis, il y a eu la période, cette période-là, elle va être quelque part fracturée, elle va être brisée par ce qu'on appelle l'immigration subie. Donc, c'est quoi? C'est l'esclavage, où l'Afrique va voir ses enfants déportés vers d'autres continents, et ce pendant 500 ans, avec un nombre considérable de bras valides qui seront arrachés tant à leur famille qu'à leur peuple, qu'à leur société, et aussi qu'à leur continent. Parce que bras valides, ça veut dire plus personne pour les plantations, pour faire de l'élevage, et ce qui constitue d'ailleurs un véritable problème pour tout le continent africain. Et après l'esclavage, il va avoir ce qu'on appelle le travail forcé et la colonisation. Ce qu'il faut noter, c'est que la similitude entre le travail forcé et l'esclavage, c'est que pendant le travail forcé, des populations seront forcées à se déplacer pour aller travailler pour le colonisateur, et ce gratuitement. Donc, il y a déplacement, même si ce déplacement est interne, il y a déplacement, et c'est un déplacement forcé. Ensuite, la colonisation. La colonisation, elle va se présenter sur une image assez singulière, et une image assez quelque chose d'assez spécial, parce que quand on parle de colonisation, on parle du sommet de Berlin en 1882, si ma mémoire est bonne, où les gens vont se réunir et diviser le continent africain sans qu'un Africain ne soit dans la salle. Ce qui va donner au continent africain cet aspect que nous connaissons aujourd'hui, les frontières actuelles que nous connaissons aujourd'hui du continent africain. Ce sommet de Berlin va diviser des familles, va diviser des villages, va diviser des villes, va diviser des peuples, parce que les nouvelles frontières ne tiennent pas compte de l'histoire des peuples, ni de la culture des peuples, ni des appointages, mais elle va plutôt tenir compte des intérêts géostratégiques et politiques. Et donc, du coup, le peuple africain va se retrouver avec de nouvelles frontières à gérer. C'est comme ça que les États africains, les nouveaux États africains vont naître. Et c'est comme ça aussi que les nouvelles villes vont naître. Parce que pendant cette période, ce qui va se passer, c'est que les villes insulaires, les villes côtières vont avoir plus de population et vont bénéficier de plus de financement de la part du colonisateur, parce que ce sont des villes où on va construire des ports pour faire partir les matières premières vers la métropole et autres. Ce qui veut dire que les villes qui sont à l'intérieur, les villes qui n'ont pas de mer, qui n'ont pas d'ouverture sur la mer, seront des villes abandonnées. Les deuxièmes villes qui seront privilégiées seront les villes où il y a des mines.
Parce qu'il faut travailler dans les mines, il faut chercher ces matières premières. Donc du coup, on va déplacer les populations des villes qui représentent très peu d'intérêt pour les envoyer vers les villes où il y a ces mines. Et qu'est-ce qui se passe dans les deux cas? On a une augmentation de la démographie dans les villes côtières et dans les villes où il y a des mines, et on aura une baisse de la démographie dans les villes peu considérées ici ou peu rentables sur le plan politique. Qu'est-ce qui se passe sur le plan des sols? Moins de personnes pour développer les sols dans ces villes abandonnées et une surpopulation dans les autres villes, ce qui veut créer des crises parce que ça veut dire plus de personnes pour exploiter les matières premières, plus de personnes pour exploiter les ressources naturelles, ça veut dire problèmes sur le plan sanitaire, ça veut dire problèmes sur le plan sécuritaire. Donc voici un peu l'aspect que nous avons, comment nous démarrons les années 2000 ou les années 80 en Afrique sur le plan migratoire. Et alors, il y a ce chiffre qui est très intéressant, c'est que finalement, en fait, il y a 80% de la migration se fait en fait en interne, en Afrique. On a l'impression que effectivement, il y a beaucoup de migrants souhaitent aller vers l'Europe, mais ça ne représente que 10 à 20%. Oui. Et aussi, il faut noter que quand on parle de migration internationale, le continent africain, nous sommes en troisième position. C'est d'abord les Asiatiques, les Européens, ensuite l'Afrique. Ça, c'est d'une part. Ensuite, évidemment que quand on va parler de la question migratoire par rapport au positionnement européen, on a l'impression que l'Europe est sur le point de se faire envahir et que tous les Africains viennent. Mais c'est pour cela que je voulais parler de la dimension historique de la chose. Parce que l'Afrique subsaharienne, elle a une tradition migratoire interne. Et même si cette tradition migratoire interne a été plus ou moins occultée, plus ou moins ralentie par l'apparition de nouvelles frontières, elle ne s'est pas arrêtée pour autant. Donc, c'est une mobilité économique parce qu'il y a des commerçants. C'est aussi une mobilité sur le plan familial parce qu'il y a des villages divisés en deux. Donc, il y a des cousins de part et d'autre dans différents pays. C'est aussi une mobilité pour la transhumance parce qu'il faut déplacer les bétails et aller les nourrir sur d'autres territoires. Donc, oui, les frontières existent. Oui, les pays sont nés de l'existence de ces frontières. Mais ce n'est pas pour autant que dans les traditions africaines, les gens ont voulu être séparés. Même si aujourd'hui, les politiques européennes tentent de faire réfléchir les États africains vers une forme de barricadisation pour empêcher cette mobilité interne, ce qui est très très grave pour l'économie du continent africain. Oui, et d'ailleurs, c'est une thématique que traite ce film Promis le ciel dans lequel tu as joué. En fait, elle parle de cette question de migration en Tunisie, puisque toi, tu as passé plusieurs années en Tunisie, notamment avec l'ONG France Terre d'Asile. Quelle est la situation actuelle en Tunisie et en Afrique? La situation actuelle en Tunisie ne s'est pas améliorée. La situation est toujours difficile pour les populations migrantes. Désormais, la Tunisie maintenant fait du retour volontaire. Bon, c'est du retour / volontaire parce que la personne est obligée de demander à partir. Et c'est financé par l'Union européenne. Donc avant, c'était l'Organisation internationale pour les migrations qui le faisait. Maintenant, la Tunisie aussi le fait en Tunisie. Donc la situation ne s'est pas améliorée. Et ce qui est aussi important à noter, c'est le silence. C'est le silence tant sur les plateaux africains que sur les plateaux internationaux. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Union africaine, on n'en parle pas. Et donc voilà, on n'en parle pas. Et c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est important. Il est lieu de critiquer cela et de dénoncer cela et de aussi parler de la mémoire ou porter la mémoire de ceux qui ont été emprisonnés pour avoir dit non à ce type de pratique. Je pense à Abdallah Saïd, je pense à Sardir Mosbah, je pense à toutes ces personnes, ces femmes et hommes qui ont été emprisonnés par le régime du dictateur Kais Saïd et qui aujourd'hui sont derrière les barreaux pour des questions injustes. Voilà. Et justement, Blamassi, quel impact a le changement climatique justement sur les populations, sur cette question migratoire? Il faut noter que le changement climatique, l'Afrique le subit. Même si l'Afrique ne produit que 4%, à peine 4% des gaz à effet de serre, l'Afrique n'échappe pas. Déjà, l'Afrique, la plupart des États africains dépendent de l'agriculture. Et tout à l'heure, je parlais de surpopulation dans certains endroits et désertification humaine dans certains endroits.
ce qui déjà aura un impact sur les sols. Deuxième paramètre, il y a la baisse de la pluviométrie. Dans certains endroits en Afrique, la baisse de la pluviométrie va jusqu'à 43% de perte de pluviométrie, ce qui a un impact sur les cultures. Vous notez aussi qu'il y a les inondations. Il y a un fort taux d'inondation. Et ce fort taux d'inondation va venir quelque part détruire ou mettre en mal le minimum qui a été déjà fait en termes de construction routière pour permettre une meilleure circulation des populations. Et on a le réchauffement climatique, qui aussi est un enjeu principal, qui va toucher toutes ces populations. Mais tous ces éléments combinés, que ce soit l'avancée du désert, que ce soit les inondations, que ce soit la sécheresse, que ce soit le réchauffement climatique, elles vont induire un déplacement des populations. Et ce déplacement des populations va accroître encore le phénomène de surpopulation dans certains endroits dont je parlais tout à l'heure et d'exode dans certains des endroits qui vivent cette situation. Malheureusement, il faut noter que jusqu'à présent, la question climatique n'est pas encore prise en total, n'est pas encore prise en charge par la plupart des États, parce que quand on parle des réfugiés, quand on parle d'accueil, quand on parle d'asile, on parle de la Convention de Genève, qui est celle de 1951, et la Convention de Genève ne touche pas à la question climatique. Bon, c'est vrai que de nombreux États commencent maintenant à intégrer dans leur politique interne cette dimension-là. Par exemple, en Europe, on a parlé de la protection subsidiaire pour inclure ces problématiques là-dedans, mais c'est l'enjeu principal demain en Afrique. L'enjeu principal demain, ce sont des populations qui vont fuir leur sol parce qu'ils ne peuvent plus les exploiter. Ce sont les populations qui fuient la zone des Grands Lacs parce que ces Grands Lacs-là ont des surfaces qui sont en baisse. Ce sont des populations qui fuient le désert, ce sont des populations qui fuient l'érosion des sols, ce sont des populations qui vont fuir les inondations et ainsi de suite. Et tout ça, on ne va pas aussi oublier qu'il y a les questions de guerre civile. Parce que quand on reboise, quand il y a la guerre, la guerre, elle détruit. Et donc, du coup, on recommence. Et aussi à la question du VIH. Aujourd'hui, l'Afrique compte quoi? 18 millions d'orphelins à cause du VIH. Ce qui aussi est un élément important. Alors justement, quelles sont les solutions mises en place aujourd'hui pour lutter contre ce changement climatique? On a vu ce grand projet de la muraille verte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions concrètes qui sont mises en place? Alors, merci beaucoup de parler de ce grand projet qui a été initié par Wangari Maathai et qui est décédé en 2011, qui est prix Nobel de la paix. Ce projet, lui, a pensé en 1977, mais il a été pris en compte réellement par l'Union africaine en 2007. Il concerne une vingtaine de pays, dont 10 pays qui sont en première ligne. Et pour le moment, il visait à reboiser à peu près 100 millions d'hectares. 100 millions d'hectares. Et aujourd'hui, il faut dire qu'ils ne sont qu'à 15%. 15% parce que manque de financement. 15% parce que, et ce manque de financement, il est dû à quoi? C'est que chaque fois qu'il y a les COP, on promet de l'argent en Afrique qu'on ne donne pas, qu'on a du mal à lever, et donc du coup, pas d'argent. 15% seulement parce qu'il y a les guerres, 15% seulement parce qu'il y a les famines, 15% seulement parce qu'il y a le désert qui, entre-temps, continue à grignoter et à avancer. Et il faut noter que, pour le moment, malheureusement, la mobilisation internationale autour de ce projet n'est pas aussi optimale qu'il aurait dû être. Et à part ça, il faut voir, le continent africain, même si le plan de l'électrification, par exemple, on utilise 20% des barrages hydroélectriques. Ces barrages hydroélectriques posent un vrai problème en termes d'utilisation de l'eau. Vous verrez par exemple le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie pour ce projet de grand barrage de la Renaissance. Parce que l'Égypte sans le Nil, c'est un désert. Et l'Éthiopie a besoin de l'électricité pour être autonome sur le plan de l'électrification. Et donc, conflit, parce que l'Éthiopie veut remplir son barrage. Et quand elle remplit le barrage, ça va faire une baisse du cru au niveau du Nil, ce qui est un problème pour l'Égypte. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour l'électrification en Afrique. On est encore obligé de s'appuyer sur les barrages hydroélectriques.
On est encore, et ces barrages hydroélectriques provoquent des inondations dans certains endroits. Il faut aussi relever que même si on a un grand, fort taux potentiel en termes de solaire, mais très peu de projets mettent en valeur ce potentiel. Aussi au niveau des éoliennes, très peu de projets mettent en valeur ce potentiel. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et malheureusement, pour le moment, les États africains le font. Chacun fait de son côté ce qu'il peut faire. Il n'y a pas une réflexion collective pour agir ensemble et qui soit aussi appuyée par les instances internationales parce qu'ils promettent des choses qu'ils ne font pas. C'est aussi une réalité. Donc, ce serait quoi la solution, Blamassi? Parce que est-ce qu'il y a des initiatives locales à plus petite échelle ou est-ce qu'il faudrait vraiment avoir que ce soit porté par les politiques à la fois africaines et européennes? Ce serait quoi la réponse? Ben, les deux. Les deux. À la fois des initiatives sur le plan des villes et aussi des initiatives sur le plan des pays et du continent et aussi en collaboration avec les institutions. Aujourd'hui, en Europe, on parle de plus en plus d'utilisation de vélo. Mais le vélo peut être une solution en Afrique. Puisqu'on a du mal à s'acheter des voitures, puisque ça coûte cher. Et quelque part, le vélo est un élément important pour le sport. Donc oui, ça peut être aussi une des solutions. Ça peut être aussi une des solutions de travailler sur le transport collectif. Et malheureusement, quand vous allez dans la plupart des États africains, le transport collectif, il est l'orphelin du développement. Le véritable orphelin du développement dans les grandes villes. Donc, mettre de plus en plus de bus électriques pour que de moins en moins de personnes utilisent les voitures et que ceux aussi qui n'ont pas de voitures ne se retrouvent pas déficitaires de cette situation. Et moins d'indépendance aux énergies fossiles. Malheureusement, aujourd'hui, les énergies fossiles représentent un élément important dans le développement des États africains. Parce que la plupart de ces États africains ont besoin de ces énergies fossiles et ne voient pas leur développement autrement que par l'exploitation de ces énergies fossiles. Mais il faut aussi noter un autre élément qui est important au niveau de l'agriculture. C'est que depuis la colonisation, on a plongé les États africains dans la production agricole de rente. Café, cacao, coton, anacarde. Mais ça ne nourrit pas. Beaucoup de pays africains aujourd'hui ont des véritables problèmes d'autosuffisance alimentaire parce que la plupart des personnes vont se tourner vers ces productions agricoles qui ne sont même pas d'origine africaine pour la plupart et vont abandonner tout ce qui est culture vivrière. Donc ça aussi, c'est un problème en soi. Mais aussi, il faut noter, il y a un autre point que j'aimerais dire, sur lequel j'aimerais peut-être conclure cette réponse. Ça serait bien de le faire. Mais il ne faut pas croire que ça serait une baguette magique qui va résoudre tout le problème migratoire. Parce que c'est une autre donne. Alors nous justement, Blamassi, moi je représente un collectif d'entreprises engagées dans la lutte contre la déforestation, justement qui est engagé pour des matières premières durables, traçables et respectueuses de l'environnement. Donc ces entreprises justement utilisent des matières premières comme le café, le cacao, qui proviennent du continent africain. On sait qu'effectivement les forêts du bassin du Congo sont en danger. C'est devenu d'ailleurs le premier poumon de notre planète. Il y a beaucoup de projets qui sont portés par les entreprises pour faire de la reforestation, protéger effectivement ces derniers écosystèmes, faire en sorte que le cacao, le café qui soit produit et importé ensuite en Europe ne soit pas issu de la déforestation. Oui, exactement, oui. Est-ce que justement, à leur niveau, est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer dans cette problématique plus globale, finalement, de la migration, puisque tout est lié? Oui, les entreprises ont un rôle important à jouer. Parce qu'il faut noter que les entreprises peuvent aujourd'hui, et d'ailleurs de nombreuses entreprises parlent de agroforesterie, on parle maintenant de d'autres approches qui constituent à utiliser la même terre ou la plantation de café et de cacao pour aussi cultiver d'autres éléments. Et cela est salutaire. Il faut aussi penser peut-être un jour au transfert de compétences, que les produits qui sont cultivés en Afrique ne viennent pas tous vers l'Occident pour être transformés, qu'ils puissent avoir une possibilité de les transformer sur le plan local, ce qui crée de la main-d'œuvre. Cela aussi est un élément important à mettre en valeur. Il faut aussi que, au niveau de la jeunesse, qu'il y ait de plus en plus de formation. Parce que pourquoi les gens veulent partir? Les gens, ils veulent partir parce que c'est leur droit de partir. La Charte universelle des droits de l'homme consacre cela. Mais aussi, ils partent parce qu'ils ont perdu confiance. Ils partent parce que c'est une jeunesse abandonnée, livrée à elle-même. Et donc, du coup, il faut de plus en plus faire ce travail de proximité
et avoir des résultats. Aujourd'hui, je vous prends un exemple. Des villes telles que Abidjan, Lagos, Maputo, sont des villes qui sont aujourd'hui, qui ont une pression énorme au niveau de la mer, au niveau de l'océan. Ce sont des villes qui subissent des inondations régulièrement. Et tout ceci présente une image de désolation qui font perdre le sentiment d'appartenance entre les jeunes et leur État. Donc, ils veulent partir. Ils pensent que de l'autre côté, c'est meilleur. Et d'ailleurs, la télévision européenne aussi ont tendance à faire croire que c'est beaucoup meilleur ici et que de l'autre côté, c'est encore plus grave. Parce que c'est tout un ensemble d'éléments qui s'imbriquent et qui nous donnent ce résultat. Donc, je pense que premièrement, il faut chercher à réguler les flux, il faut chercher à multiplier les voies migratoires qui soient des voies sûres. Donc déjà, pourquoi j'insiste sur le sûr? Parce que si on diminue le nombre de visas qu'on accorde aux gens et que les gens ne peuvent pas venir de manière légale, ben c'est clair, ils viendront de manière irrégulière. Donc, il faut revoir ça. Deuxièmement, aussi qu'il y ait plus de coopération. Peut-être de coopération entre les villes. Peut-être qu'il faut arrêter avec cette coopération qui soit d'État en État, mais plutôt renforcer la coopération décentralisée entre villes. Ça peut aussi donner des résultats pas mal. Ça peut donner des résultats intéressants, parce que tout ne doit pas être géré par l'État non plus. Et donc, ce serait quoi la bonne surprise d'ici, si on se projette à 5-10 ans? Ce serait quoi? Quelles seraient tes prévisions, Blamassy? Oh là là. Alors, mes prévisions pour être optimiste, je pense que de plus en plus, on tient compte de cette réalité. Je pense que de plus en plus, on se réveille. Parce que j'ai discuté avec des gens à l'époque qui me disaient qu'ils étaient choqués parce que lors de la COP 21, l'Afrique avait dit écoutez, nous, on n'est pas trop chaud, on veut pas trop s'aligner sur vos objectifs là, parce que à long terme, nous, on pollue moins. Et en fait, l'Afrique n'a jamais dit qu'elle refuse de jouer son rôle dans la bataille pour l'amélioration de notre cadre de vie ou de l'amélioration de l'environnement. Non. Mais il faut comprendre aussi que l'Afrique a besoin d'aide pour y arriver. Et cette aide n'est pas que financière. Elle est aussi en termes d'expertise. Cette aide, elle est aussi humaine. Cette aide aussi, elle est basée sur une question de coopération. Et il faut qu'on comprenne que autant l'environnement, autant les questions climatiques sont transversales, autant la question migratoire aussi est transversale. Et il s'agit d'êtres humains dans les deux cas. Donc forcément, elles vont se toucher. Il faut aussi qu'on comprenne que si on reste dans la logique de l'assistanat, rien ne sera fait. Il faut que ce soit une réflexion participative. Il faut que ce soit une réflexion qui tienne compte des réalités des États, qui tienne compte des réalités de l'histoire des peuples, qui tienne compte des réalités des continents. Pour ne pas nous retrouver à réfléchir de l'autre côté sur des solutions toutes faites et à venir les implémenter sur le terrain et qu'il y ait zéro résultat. Je pense que des événements comme celui-ci auxquels nous prenons part doivent être organisés aussi en Afrique. Et que les Africains doivent prendre part, qu'ils doivent savoir ce qui se passe comme initiative. Je pense qu'il faut de plus en plus de plateformes pour que les sociétés civiles européennes et africaines et américaines qui sont engagées sur la protection du climat puissent collaborer, puissent mener ensemble des projets, puissent avoir des échanges de procédés et d'expertise. Je pense que prendre soin de notre planète est la meilleure façon d'offrir aux générations futures un héritage qui soit digne de l'espèce humaine. Sinon, nous sommes foutus. Merci Blamassy pour ce mot de la fin. Nous devons conclure. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Je pense que on entend très souvent cette phrase qui dit l'avenir appartient à la jeunesse, le futur appartient à la jeunesse, le futur appartient à la jeunesse. Il faut vous poser la question. Est-ce que la jeunesse veut du futur que nous sommes prêts à leur donner? Ou est-ce qu'il est temps que nous discutons avec eux de ce futur-là pour que ça ne soit pas quelque chose qui leur tombe sur la tête, mais que ce soit quelque chose dans lequel ils se sentent impliqués et qu'ils commencent à le construire avec nous, car il s'agit quand même, après tout, de leur avenir. Je pense que j'encourage cet événement et je salue tous les organisateurs. Bravo à toutes les structures impliquées. Et sachez que l'immigration a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité, telles que les questions environnementales. Et
en parler ne devrait pas pour autant faire de nous des terroristes ou des pirates ou quoi que ce soit. Et quelque part, pouvoir s'asseoir et en discuter est peut-être le commencement de quelque chose. Merci. Merci à toi, Blamassi. Merci d'avoir partagé ton engagement. Et on se retrouve bientôt sur le World Impact Summit.